Eh bonjour, on se retrouve aujourd'hui chez Honda Grover Moto pour récupérer notre même moto. Allez, je t'amène. Bon, je crois qu'on la voit. Hein. Équipé un peu comme on a pu faire, je pense, celle du showroom. Voilà. Un peu dans le même esprit. À terme, pourra être dans cet esprit-là. Donc voilà, j'ai le plaisir de remettre les clés à Cyril. Bah, merci en tout cas Cyril. Je t'en prie. Bon bah salut Cyril. Eh ben, salut Benji. Elle est pas mal ta moto, dis-moi. Un peu mieux que la dernière fois en tout cas. Un peu plus équipée, c'est sûr. Donc alors, qu'est-ce qui a changé par rapport à l'ancien modèle que tu avais? Alors déjà il y a la selle. Donc déjà elle est plus ferme, plus étroite. Donc du coup, par contre on perd un peu en confort quoi. Une selle ferme, Ferme, douce, très douce. pour ton anatomie. C'est ça. Bah écoute. Ouais, effectivement, ouais. Par contre, comme on l'a vu tout à l'heure, cette selle d'origine, elle est quand même très très ferme. D'accord. Donc c'est quand même une selle qui est à la base faite pour, une moto faite pour faire du chemin et de la route et des gros road trips. Et quand j'avais la CRF 1000 à l'époque, la selle était quand même beaucoup plus confortable. D'accord. Donc c'est vrai que quand on fait du tout-terrain, on est debout sur la moto, c'est pas très très grave. Mais celui qui voudra faire vraiment des road trips, faudra conseiller à mon avis de changer de selle ou au moins d'aller voir un sellier pour mettre un peu de gel parce que un peu limite. Du gel, j'adore ça. C'est ça. D'accord. Elle a quand même évolué. Donc il y a quoi d'autre qui a bougé? Déjà le design aussi, hein, on voit bien qu'elle a vraiment évolué dans son temps, hein, beaucoup plus moderne, un look beaucoup plus agressif. Vraiment on regarde un petit peu les courbes qu'elle a, vraiment taillées à la serpe. C'est vrai qu'elle a pris une sacrée gueule. Hein. Et voilà, ils ont vraiment bien travaillé là-dessus en tout cas. Peut-être beaux yeux, tu sais. Elle est très attirante en tout cas. Elle a du sex appeal. Ok, donc en tout cas sexy ça l'est. Ensuite quoi de plus? Niveau performance, ouais. de rien, elle fait quand même 102 chevaux. Ah, elle a pris un peu alors. Un petit peu de puissance. Le couple, beaucoup plus de couple à bas régime. On le sent vraiment bien sur la poignée accélérateur à bas régime. Alors, elle réagit super bien. D'accord. Par contre, pas se tromper sur les modes de conduite. On en reparlera tout à l'heure avec les gens de bord, mais parce que ça change complètement la conduite de la moto. D'accord. Donc voilà, après, c'est vraiment une bête de concours faite pour faire un peu de la route et du chemin. C'est vrai que... Regarde la belle là. Elle vient. Quoi de plus? En dehors du fait qu'elle est lookée, qu'elle est sexy, que c'est une bête de concours? L'entretien. Ah, ça c'est intéressant. Ouais. Voilà, donc déjà on a donc les révisions des 1000 km comme pour toutes les motos, hein, première vidange. D'accord. Et après c'est tous les 12 000 km ou les 1 an. Donc voilà, elle est quand même assez sobre là-dessus. Tu connais un peu le coût ou pas? Selon les concessions, entre 180 et 250 €, ça dépend du prix de la concession. Voilà. En général, c'est dans les 200 € après la première révision. Très bien. Et donc, sinon, elle consomme combien la bête? Je pense à peu près 5 litres au 100 à peu près. D'accord. Ça dépend comment tu conduis, effectivement. Moi, ça fait près 800 bornes que je l'ai. C'est vraiment une très très bonne moto, mais elle consomme vraiment très très peu. C'est un vrai chameau alors? Jamais le Benji. Putain. Ok, très bien. Alors, tu connais un peu son histoire quand même, parce que c'est pas n'importe quoi comme moto. Un petit peu, mais bon. Tu peux peut-être m'en dire un petit peu plus. Tu as vu sur Wikipédia quelque chose peut-être? C'est sympathique, ça fait toujours plaisir, merci. Minute Wikipédia. L'histoire de cette magnifique moto commence au Paris-Dakar dans les années 80. Honda met en place ce prototype qui va faire sensation. Elle s'appellera d'ailleurs la fille du désert. Elle arrivera en version de série quelques années plus tard et elle a vraiment cet ADN de baroudeuse. Elle peut quasiment tout faire, aussi bien en routière qu'en chemin. À vous les studios. Il faut qu'on maîtrise un petit peu cette moto. Elle peut vraiment nous emmener partout. Alors après, encore une fois, je pense que d'origine, elle est livrée avec des pneus Karoo qui vont bien pour la route. Ouais. Mais là, j'ai opté pour les TKC 80, beaucoup mieux pour le tout-terrain. Et je pense que c'est indispensable pour celui qui veut faire du tout-terrain de changer de pneus, c'est un minimum, quoi. Bon, sachant qu'ils sont quand même excessivement performants également sur route pour les avoir. Marche bien. Mais le problème, encore une fois, c'est que sur route, c'est des pneus qui s'usent très vite. Oui, ça c'est vrai. Donc, ils sont très performants, mais on les utilise très très rapidement. Donc, l'idéal, hein, c'est d'avoir 2 paires de jantes. Ouais, ça serait le top. Et là, on pourrait avoir un jeu de pneus route pour la route et un jeu de pneus tout-terrain pour s'amuser un petit peu dans les chemins, quoi.
J'aime bien m'amuser. D'ailleurs, en parlant de ça, elle est en 21 pouces à l'avant, 19 pouces ou 18 à l'arrière, je me souviens plus d'ailleurs. C'est une bonne question, mais c'est en tout cas, leur de 21 pouces est vraiment un régal en tout terrain. Oui, ça c'est sûr. Bon, il n'y a pas le télélever, comme chez BMW. D'accord. Mais c'est vrai qu'elle encaisse très bien l'amortissement est très bien fait. C'est vraiment une bonne moto. Encore une fois, il faut avoir les bons pneus, les bonnes pressions, mais sinon, ça passe vraiment partout, quoi. Vous avez une Africa Twin? Vous hésitez entre rouler en ville ou dans des chemins? Entre la routine d'aller au travail et l'aventure? Nous avons une solution. Mixez vos deux passions. Allez, en route ma jolie. Yeah. Si je vais bien, c'est Africa Twin. J'ai appris qu'ils avaient aussi travaillé un petit peu toute la partie électronique. C'est ça, il y en a beaucoup sur celle-là. Ouais. Ça a vraiment bien évolué. Alors peut-être un peu trop pour certains, mais c'est vrai qu'elle est quand même... Pourquoi tu me regardes quand tu dis ça? C'est sympathique. C'est ça. Alors, c'est vrai quand même qu'elle est garnie d'options qu'on n'a pas l'habitude de voir chez Honda. Hein. C'est vrai qu'elle est quand même... on a l'écran TFT qui est magnifique. Alors après, il y a un petit défaut, je t'en parlerai tout à l'heure. Le régulateur de vitesse. Et puis après, pas mal de modes de conduite qui sont très complexes. Il y en a 4 d'origine. Et 2 qui s'appellent utilisateur 1 et utilisateur 2 qu'on peut complètement configurer. D'accord. Donc il y a beaucoup de réglages à faire. C'est une moto que je pense qu'il faut prendre un petit peu de temps pour bien la connaître. Bon après, moi depuis que je l'ai, je me mets vraiment en condition classique sur la route. D'accord. Et ensuite, il y a un mode off-road classique. Voilà. Il y a un mode gravier aussi pour vraiment... Il y a vraiment le mode ABS qui se déconnecte, la puissance moteur qui est ajustée selon les modes. Mais pour l'instant, j'ai utilisé que les 2 premiers. Je sais que Sylvie qui l'utilise a une façon de conduite qui est un peu différente et a configuré vraiment ces 2 modes personnalisés, entièrement personnalisés sur sa moto, quoi. Alors tu parles de Sylvie, mais les gens ne connaissent pas forcément qui c'est. Sylvie, c'est une pilote Honda qui roule sur une Africa Twin Adventure Sport aussi en mode DCT et qui fait énormément de chemin dessus et qui a quand même gagné le GS Trophy, mine de rien. Juste ça. Et elle a quel âge déjà? Une soixantaine d'années. Voilà, 60 ans et elle gagne le GS Trophy. Ok. Bon, petite pilote. Et surtout, elle fait 1m50. 1m50. Allez, bon bref, passons. Et elle pilote ça. Donc après, en termes d'équipement, tu nous l'as équipé correctement. Là, cette fois-ci, tu as envoyé du lourd. Qu'est-ce que tu nous as mis alors? Déjà, pour commencer, je pense que le plus important, c'est de la protéger. Parce que forcément, quand on va faire du tout-terrain, la moto, elle tombera forcément. C'est impossible de ne pas tomber en tout-terrain ou alors on ne fait pas de progrès, on ne progresse pas en tout-terrain. Donc, pour commencer, déjà, on a mis toute la partie protection. Ouais, super. Qui protège vraiment le bas du moteur. Ensuite, on a équipé les protections hautes, les protections de réservoir. Okay. On peut y rajouter du coup les magnifiques sacoches qui viennent se fixer directement dessus. C'est scratché dessus. Tu as vu tout à l'heure, on peut mettre quand même pas mal de choses dedans. Ouais, largement. Les renforts protège-mains qui sont quand même très pratiques, pareil, quand on tombe, parce que ça protège les coques d'origine de la moto. Ouais, donc, je vois c'est ça tout à l'heure. Ouais. Ça, c'est très bien. Ils viennent se fixer donc en embout de guidon et sur les pontées. Ce qui est top, c'est que par rapport à la concurrence, entre guillemets, c'est quand on tombe avec la moto, l'énergie en fait est concentrée un peu partout. D'accord. Donc le guidon ne va pas se tordre. Ah, ça c'est chouette. Voilà, ce qui est pratique. Après, bon, là on ne le voit pas trop, on vous montrera tout à l'heure devant. On a la grille de phare. Ah oui. Anti-hibou, c'est ça? C'est ça, anti-hibou. On dit ça parce que tout à l'heure, on a failli... on a failli s'en prendre un. Voilà, donc qui protège vraiment, surtout quand on roule à plusieurs, hein, quand on roule en tout terrain, en général, on est rarement seul. Quand on se suit, il peut y avoir des grosses projections de pierres. On a pu le voir dans une dernière vidéo que j'ai faite, il y a des grosses pierres qui peuvent partir. J'ai vu une belle pierre voler vers Antoine. Ouais. Voilà, donc c'est vrai que ça protège vraiment bien les phares. Donc ça c'est vraiment pour la partie protection. D'accord. Et après, tu as l'élargisseur de béquille aussi. L'élargisseur de béquille, c'est ça, comme d'habitude effectivement. Ouais. Alors sûr. C'est quasiment une obligation pour ce genre de moto. Ah oui, surtout vu les environnements où on va. Et après un petit peu de bagagerie parce que encore une fois sur l'Africa Twin on a 2 possibilités. Soit on reste dans la version un peu routière ou vraiment trail avec de la bagagerie aluminium. Soit vraiment quand on veut faire du off-road, on a vraiment la bagagerie semi-souple entre guillemets. Ce qui est très bien. Donc ça c'est la nouvelle
gamme de chez Epco-Becker, ce qu'on appelle les X-Travel. Elles font 35 litres. Oh. On les a vues la dernière fois sur les R90 Ouais, on était sur en version Cibo qui faisait dans les 25 litres. ouais. Là, le gros avantage, c'est qu'elles sont quand même beaucoup plus grandes. Mhm. Elles ont quand même un rangement qui est quand même suffisamment large quand même pour ranger pas mal de choses à l'intérieur, des toiles de tente, des trucs. On a quand même de quoi faire. Et puis le look, moi je trouve que ça lui donne vraiment un look baroudeur un petit peu sympa, baroudeuse, Ouais. sympa. C'est vrai. Mais voilà, franchement, assez simple à monter. On vous montrera tout à l'heure la façon de monter les sacoches dessus. Ce qui est très pratique, c'est qu'on a une plaque qui vient se fixer sur un support. À l'arrière, ouais. C'est ça. Et tu Et, disais que ces plaques, en plus, elles pouvaient quasiment s'intégrer également, même sur ma moto, sur mes trucs d'origine. C'est universel. C'est ça. Donc la plaque en elle-même est universelle. Et après, il y a des crochets derrière D'accord. qui viennent se fixer et qui prennent la taille du diamètre du tube. du D'accord, support valise. super. Donc voilà, donc après on a j'ai mis un rack derrière pour élargir un peu la zone de contact à l'arrière. D'accord. Et comme tu le vois là, il y a des grosses passages de sangle Ouais, ça c'est top ça. et on peut mettre du coup un gros sac derrière. Sans que Bon, ça moi bouge. j'ai opté pour un 45 litres, mais on peut monter jusqu'à, après ça dépend ce qu'on veut faire, mais il y a des 60 litres, 80 litres, 100 litres. Je pense que pour moi ça me suffisait largement. Oui. Voilà. Donc chez Epco-Becker on a 45 et 65 litres. D'accord. Et après on peut monter sur du Amphibious jusqu'à 100 litres sans aucun problème. Alors c'est Amphibious, c'est vrai qu'on n'en a jamais parlé ensemble, mais c'est une marque que tu représentes aussi. C'est ça, c'est une marque de bagagerie souple. D'accord. C'est très spécifique. C'est un complément à Epco-Becker. Mhm. C'est justement, tout à l'heure je te disais les clients qui roulent avec la bagagerie aluminium. Ouais. Des fois, c'est vrai qu'ils aiment bien avoir la bagagerie. Ça coûte dans les 200-250 € la paire Ouais. de bagagerie souple chez Amphibious. Et ça vient se fixer sur les supports de valise avec des systèmes de scratch. D'accord. Donc, ça n'a rien à voir avec le système qu'on a avec chez Epco-Becker avec les X-Travel. Mhm. C'est juste un système de scratch avec plusieurs scratchs derrière. Donc c'est vrai que c'est pratique Le côté parce pratique. qu'on a vraiment un côté très étanche. Mhm. Donc on a les sacoches latérales et les sacoches arrière, les sacoches de réservoir qui sont vraiment un complément à la marque Epco-Becker. Alors par contre, il y a un truc, moi j'adore ces sacoches, mais pour moi il n'y a qu'un seul intérêt d'en avoir. On est bien d'accord. Oui, ça je suis sûr que M'entrevoir un petit peu, parce que normalement quand on part en off-road, il faut jamais oublier son matériel. c'est Et ça. toi, qu'est-ce que Déjà, la petite tasse Epco-Becker parce que ça c'est tu... Très important. indispensable hein, forcément. Qui va toujours avec le whisky. Le whisky ou de l'eau. De quoi? Bon, sinon à part ça, Ah, quand même. prévu quand même. Tadam! Bon, ça sert aussi à ça. Voilà, donc on peut en mettre combien dedans? Parce que ça c'est très important quand on part en voyage. 35 litres hein. par valise. Ça c'est bon à retenir. Donc voilà, donc vraiment après on a vraiment de quoi faire. Pareil pour on a toujours des sangles Epco-Becker aussi qu'on peut avoir. Donc soit pour sangler les sacs arrière. C'est toujours pratique aussi d'en avoir quand on part en off-road. S'il y a quelqu'un qui tombe en panne ou qui crève, au moins on peut toujours se dépanner Tirer avec les gens, des sangles. Bien sûr. C'est toujours indispensable, genre de voilà. Bon, il manquera le saucisson et le pâté, mais on fera avec alors. C'est ça. Bon après, il y a de quoi faire déjà. C'est pas faux. Parlons un petit peu maintenant des défauts, parce que même si elle a plein de qualités, elle a forcément des défauts. Ouais. Alors, comme je te disais tout à l'heure, la selle déjà. Ouais. Pour moi, je trouve qu'elle est vraiment dure par rapport à l'ancienne. D'accord. Après, il y a quand même le plus gros défaut pour moi, cette moto, c'est l'écran TFT, D'accord. qui est magnifique en soi, Ouais. mais quand on met le contact, ça fait presque 22 secondes, on l'a calculé tout à l'heure, pour accéder il y a un petit bouton qui s'affiche Oui. pour activer et avoir accès Au au mode. menu. Et c'est vrai que quand on fait du off-road, on s'arrête quand même régulièrement, hein, et dès qu'on coupe le contact et qu'on le remet, il y a à chaque fois entre 22 et 30 secondes parce que pareil, si on veut changer son mode de conduite, le mode de conduite n'est pas accessible tout de suite. Donc il faut que le fichage soit activé et D'accord. qu'on puisse après changer les modes. Donc si on arrive, on sort du chemin, on va en route, on se remet en mode route et qu'on va dans les chemins, il faut attendre 22 secondes plus avoir accès à ça. Donc c'est un peu long à chaque fois. Bien sûr. Et surtout que comme chaque fois on roule, on coupe le contact en enduro et on repart, je suis obligé de lâcher ma main pour appuyer sur le bouton bleu en roulant. C'est le petit défaut vraiment qui, je pense que ça peut être facile à améliorer. Je pense que ça sera dans les mises à jour, certainement. Oui, surtout qu'ils sont en train vraiment de travailler dessus. Là, les dernières mises à jour qu'il y a eu, c'est le Apple CarPlay. Oui, j'ai Donc, vu il y a ça. un port USB, on peut mettre son téléphone et tout ce qu'il y a sur le téléphone portable Apple Apparaît directement. se connecte directement sur le grand écran. C'est pour ça qu'il y a 2 écrans d'ailleurs. D'accord. Parce que quand on met le Apple CarPlay, on n'a plus accès
au kilométrage de la moto. Et le kilométrage se met ici avec le niveau de la batterie. Et la vitesse. Et la vitesse. Et la vitesse sur laquelle on roule. C'est génial ça. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a 2 écrans. Les gens des fois ne comprenaient pas forcément pourquoi. C'est une très bonne idée en tout cas. C'est une belle évolution ça. C'est une très très belle évolution. C'est très pratique parce qu'on a le GPS de son téléphone directement sur le grand écran. Elle a beaucoup de couple en bas régime, on le voit. Hein. C'est un très truc nerveux. de fou. Ouais, par contre, ça c'est peut-être un petit défaut que je pourrais noter moi par rapport à mes habitudes de GS, hein, Peut-être. Ouais. où j'ai l'avantage de rester sur un couple très bas, même à bas régime. Alors que là, enfin, dès qu'on est sur du slalom lent ou des choses comme ça, c'est un peu plus. Moi j'aime beaucoup. Parce que c'est très dynamique. C'est ça. Après, peut-être que quelqu'un qui n'est pas forcément habitué à ce genre de moteur, Comme moi. peuvent se faire un peu surprendre de temps en temps dans les petits virages quand on reste en deuxième. Bien sûr. Elle a tendance vraiment à vraiment partir très très fort. Allez, j'en ai un peu plein le dos de parler quand même. Hein. Alors déjà, on va se prendre cette bière. C'est Comme ça se renvoie, vous n'oubliez pas. Et après, on va aller rouler quand même. Bah, je pense qu'on a quand même un terrain de jeu. Regardez-moi ça. On va aller rouler. C'est pas mal. Allez, à tout de suite. Tout de suite. It starts with all I know. So unreal. Watch you I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. In the end, it doesn't even matter. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. It starts with all I know. So I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter.
Ah putain, ça avait pas enregistré. Allez. Je sais même pas à quoi je ressemble, mais on s'en fout. Putain, il y a que des ronces ici. J'ai pas envie de me péter les doigts, moi. Désolé, petit arbre. C'est vraiment... Regarde-moi d'un air dépité, c'est le but. Hein.